Bienvenue à cette troisième table ronde du LTA Digital Forum, placée sous le thème Industrie du luxe, quel leadership des femmes pour quel modèle de développement? L'Afrique est considérée par plusieurs experts comme l'un des principaux marchés d'avenir des produits de luxe. Mais au-delà des grandes marques internationales qui s'accaparent l'écrasante majorité des 6,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires comptabilisés en 2018 par le New World Wealth, de plus en plus d'entrepreneurs, très souvent des femmes, s'illustrent dans la valorisation des savoir-faire locaux, soit dans le textile ou la bijouterie. Alors que l'industrie du luxe telle que connue aujourd'hui est notamment née de la stratégie déployée par Louis XIV en France, misant sur les savoir-faire français maîtrisés par les artisans avec la création des grandes manufactures, comment favoriser l'émergence d'un véritable secteur du luxe sur le continent à partir des savoir-faire africains? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Laurine Kwasi Olson, fondatrice et CEO de Birimian Venture, qui est une société d'investissement dédiée aux entreprises qui valorisent les savoir-faire africains. Bienvenue, Laurine Kwasi Olson. Bonjour, merci. Ravie d'être là avec vous. J'accueille également avec plaisir le professeur Simon Niek, professeur titulaire de la chaire Management des savoir-faire d'exception et directeur du Centre d'excellence Luxe, Art et Culture à ESSEC Business School. Bienvenue, professeur Simon Niek. Bonsoir tout le monde. Ravi d'être là et merci pour l'invitation. Également avec nous, Aïssa Dione, fondatrice et PDG d'Aïssa Dione Tissu, d'origine sénégalaise et évoluant dans le textile au Sénégal. Elle nous rejoindra d'un moment à l'autre. Alors, pour commencer par poser un peu le tableau et entrer en douce sur cette thématique, eh bien, on va aborder un peu le leadership féminin, le leadership entrepreneurial féminin et la question des savoir-faire africains. On va commencer par vous, Laurine Kwasi Olson, parce que vous avez fait l'actualité très récemment avec la création de votre société d'investissement. C'était assez inédit, on va le dire, qu'une société d'investissement soit créée en Afrique pour se dédier à ce secteur-là. On pourrait dire que l'Afrique en ce moment a plus besoin d'industrie agroalimentaire plutôt que de développer l'industrie du luxe ou alors tout ce qui est savoir-faire africain. Pourquoi vous vous êtes tourné vers ce secteur plutôt qu'un autre? Alors, déjà parce qu'en fait, c'est très marrant dans la manière dont vous introduisez votre question, vous avez vous-même un jugement. C'est-à-dire que le jugement, parce qu'en fait, nous venons d'Afrique, nous n'avons pas le droit de développer notre industrie du luxe. Nous devons peut-être nous centrer sur des secteurs qui sont peut-être perçus comme plus centraux et stratégiques et pertinents au regard de notre propre situation. Mais je me permettrais de dire que c'est une lecture qui est un peu dans le sens où, à travers l'industrie du luxe, ce que nous voulons mettre en avant, c'est l'exception. C'est vraiment le côté exceptionnel de la créativité africaine. Donc, en fait, oui, effectivement, il s'avère que avoir des produits et des biens d'exception s'apparente à du luxe, mais pour autant, il n'est pas dit et il n'est dit nulle part que nous ne sommes pas prêts à endosser, assumer notre exception et notre capacité à faire du luxe. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de nous positionner sur ce segment. Premièrement, parce qu'en fait, nous souhaitions montrer qu'à travers l'Afrique et de l'Afrique, nous pouvions créer du beau et des choses de qualité et que les marques africaines pouvaient prétendre à un positionnement compétitif et concurrentiel similaire à celui des marques d'héritage international pour peu qu'on arrive à leur donner les moyens d'arriver en fait à cette excellence. Et enfin, parce qu'en fait, si vous voulez, à travers ces marques, nous produisons notre histoire, nous décrivons en fait notre narratif, nous véhiculons notre héritage et notre culture. Et la culture aujourd'hui, c'est un soft power. Et c'est un axe fondamental de la croissance économique et du développement de nos économies. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de nouveaux narratifs et de nouvelles relations de l'Afrique au monde
sans montrer ce que l'Afrique a de plus beau au monde, c'est-à-dire son talent, sa créativité, son exception créative. Et donc notre objectif, c'est vraiment de développer et mettre en avant l'exception créative africaine à travers Birinien. Eh bien, mettre en avant l'exceptionnelle créativité africaine. Et je me tourne vers vous, Aïssa Dione. Vous êtes également entrepreneur, fondatrice et PDG d'Aïssa Dione Tissus. Vous vous êtes démarquée à travers le monde à cause de la valorisation du pain tissé Mandiac, pour lequel on vous surnomme la reine du tissu africain. De quelle manière votre parcours vous a emmené à consacrer les 30 dernières années à la valorisation de ces savoir-faire-là? Alors, bonjour et merci pour cette invitation. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être un peu en retard. J'ai eu quelques problèmes techniques, il me semble. Je ne sais pas, ça a l'air d'avoir commencé depuis quelque temps. En fait, moi, je travaille depuis bientôt plus de 20 ans sur ce sujet qui n'est pas seulement le pain tissé Mandiac, mais aussi de manière générale la question du textile, puisque nous sommes au moins, tout du moins en Afrique de l'Ouest, grands producteurs de coton, de fibres et de beaucoup de matières premières, de beaucoup de ressources. Nous avons également une forte diversité de compétences, de techniques dans toutes sortes de domaines textiles comme le batik, la teinture, le tissage, l'impression. Et je me suis toujours demandé pourquoi à ce stade, nous continuons d'importer autant de textiles alors que nous avons tout ce qu'il faut sur place pour les produire et de manière avec une qualité encore bien plus grande que ce que nous apportons. Il y a toujours une dichotomie entre nous importons des choses de basse qualité alors que nous sommes capables de faire de la très haute qualité. Et tout le but de mon entreprise, c'était de le prouver, en fait. Et ça s'est prouvé assez facilement et je ne suis même pas la seule. Donc, il y a beaucoup d'autres créateurs textiles qui parviennent à un niveau de qualité exceptionnel. Donc, c'est fort de ce constat que je me suis dit il y a une possibilité de déployer des savoir-faire dans d'autres domaines, dans le bois, dans le métal, dans les pierres, dans toutes sortes d'activités. Et il suffit d'un peu de compétences, de formation pour les amener à un niveau d'excellence. Très bien, merci. Professeur Simoniek, des mots forts sont déjà sortis des deux précédentes interventions. La nécessité d'assumer notre exception, créer du beau et de qualité, valoriser l'héritage, la culture africaine, propulser le soft power africain au travers de la culture, capitaliser sur les ressources du continent, notamment le coton, le bois, comme le disait Aïssa Dione, le métal ou les pierres, etc. Quel est votre regard sur cette question de la valorisation des savoir-faire africains d'exception? Écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter les deux intervenantes. Vraiment, je confirme. J'ai entendu beaucoup de choses fortes, hein, comme vous avez dit. Alors, si vous me permettez, moi, ce que j'ai entendu, je vais essayer de le replacer dans quelque chose d'assez global, parce que Aïssa a dit quelque chose, et Laurine aussi d'ailleurs, dit on fait de la qualité, pourquoi on continue d'importer de la moins bonne qualité? Et on en a un peu parlé. Je pense que c'est quelque chose de fondamental pour le développement africain de manière générale. C'est-à-dire, derrière les savoir-faire, bien sûr, il y a un nouveau narratif, etc., le soft power, comme vous dites, mais sans aller jusque-là, sans aller jusqu'à dominer le monde, et je le souhaite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir en fait le réseau d'activités qui permet de supporter cela. En fait, en d'autres termes, si j'écoute bien Aïssa et qu'on arrive à développer quelque chose, ben vous savez quoi, ça va donner des jobs à beaucoup de gens en Afrique, et principalement des femmes, puisque d'ailleurs c'est un peu notre thématique, le leadership au féminin. On a donc un réseau d'un certain nombre de choses. Elle a parlé d'écoles, tout à l'heure j'ai entendu, donc un certain nombre d'infrastructures. Moi, ce que je vois à travers le prisme des savoir-faire,
en fait, c'est encore une pierre dans le développement de l'Afrique. C'est une pierre qui nous permet d'avoir une certaine autosuffisance. Ça, c'est une première chose. Et après, on va penser à exporter. Mais moi, je trouve ça très bien parce que, accessoirement, et vous me permettez pour le moment d'enlever ma casquette de savoir-faire, que j'entends, je regarde notre plateau, j'ai des femmes fortes avec moi. C'est-à-dire que on discute beaucoup de la notion de l'inclusivité en ce moment en Europe, un peu partout, mais je rappelle quand même qu'en Afrique, les femmes ont toujours été fortes et qu'elles ont toujours tenu un certain nombre de choses, notamment les foyers. Alors, peut-être qu'en termes de storytelling, on ne sait pas le dire, on ne sait pas le valoriser. Et donc, c'est cette force-là, ce leadership au féminin qui, me semble-t-il, doit être accompagné. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Cette porte d'entrée qui permet le développement de l'Afrique de manière générale, mais qui est basée sur l'énergie des femmes, parce qu'elles apportent beaucoup. Alors aujourd'hui, on parle des savoir-faire, mais si j'écoute Lorraine, il y a aussi maintenant le côté comment je peux financer, aider, créer des... Donc, on a un écosystème et si les femmes prennent ça, là aussi, pour tous ceux qui sont africains, ils connaissent les tontines, le système des tontines, c'est très souvent porté par les femmes. Donc, en fait, tout ce que vous dites, je suis absolument d'accord et moi, je veux bien que l'on discute un tout petit peu effectivement comment est-ce qu'on peut organiser cela. Mais je trouve que votre table ronde est absolument fondamentale et elle est très bien parce qu'elle met les femmes à l'honneur, celles qui bossent, celles qui font avancer les choses. Et en deuxième point, elle met à l'honneur ce que nos artisans sont capables de faire. Et si tout le monde en profite, c'est tous les pays qui vont en profiter finalement. Très bien, on y reviendra notamment sur comment accompagner ce leadership des femmes, mais aussi le travail des artisans. Abordons donc un peu plus profondément cette question de modèle de développement et aussi d'export des savoir-faire africains sur le marché mondial du luxe. Et je me tourne vers vous, Aïssa Dione. Vous êtes sollicité par plusieurs marques de luxe à travers le monde depuis des années. Vous travaillez avec elles, vous exportez votre pagne à travers le monde. Ma question est de savoir comment est-ce que vous concevez le modèle de développement qu'il faut adopter pour la valorisation des savoir-faire africains ou alors pour la construction d'un secteur du luxe. Vous avez souvent parlé de fédérer les savoir-faire au niveau de l'Afrique de l'Ouest notamment. Qu'est-ce que vous entendez par fédérer concrètement? Et voilà, est-ce pour vous le modèle le plus adéquat? Alors justement, d'abord, je voudrais mettre un tout petit bémol sur la question du genre, parce que, en fait, moi, je regarde ce que j'ai construit, c'était une entreprise. Et au départ, les problèmes de construction d'une entreprise étaient tellement énormes qu'on n'a pas vraiment, on s'est pas focalisé sur question de genre ou homme ou femme. Et en réalité, d'ailleurs, ce que j'appelle fédérer les artisans, c'est-à-dire passer à un stade supérieur et ne plus rester au stade de l'artisanat, mais s'avancer vers une industrie manufacturière tout court. Il se trouve que c'est vrai qu'une partie des activités artisanales, entre parenthèses, sont souvent réalisées par des hommes. Et je peux citer l'exemple de mon entreprise qui compte 100 personnes, dont 92 hommes. Donc, mais rassurez-vous, la plupart des femmes sont en management. Donc, je ne sais pas si ça crée la parité. Mais ce qui était le plus important pour nous, c'était d'organiser le travail de manière différente. C'est-à-dire créer une chaîne de production où l'artisan n'est plus isolé dans son coin individuel, mais qu'on devienne une entreprise avec une dizaine de savoir-faire qui s'enchaînaient les uns aux autres pour arriver à constituer au finish la création, par exemple, d'une maison entièrement réalisée au Sénégal, que ce soit du mobilier, que ce soit des rideaux, que ce soit des draps, que ce soit du linge de maison et autres. Le principe général de l'entreprise, c'était entièrement réalisé au Sénégal.
que ce soit hommes ou femmes, et en fédérant les savoir-faire, c'est-à-dire en les rationalisant et de manière à pouvoir approvisionner en matières premières de manière égale. Et je pense que c'est indispensable si on veut développer justement et diffuser notre production sur le monde. Il faut mettre en œuvre cette fédération des compétences et l'organiser sous forme d'entreprise. Merci. Simon, quand on sait, comme je disais en introduction, que l'industrie du luxe telle que connue aujourd'hui est née de la stratégie déployée par Louis XIV en France, en misant sur les artisans, etc. C'est vrai que parmi les 54 pays africains, il y a très peu de royaumes aujourd'hui, mais comment peut-on s'inspirer de ce modèle pour construire une industrie sur le continent? Écoutez, j'écoute avec beaucoup de plaisir Aïssa. Alors, ce qu'elle nous a décrit, mais c'est déjà, en fait, j'ai envie de dire le blueprint, le modèle de, enfin, Louis XIV, pour faire très simple, Louis XIV ne savait pas fabriquer quoi que ce soit d'ailleurs. En l'occurrence, ce que son premier ministre Colbert a fait, c'est de faire exactement ce que Aïssa nous raconte, c'est-à-dire fédérer, mettre ensemble des gens sur une chaîne de valeur. Elle a donné l'exemple de la maison, le mobilier. C'est exactement ça, les manufactures royales. C'est de mettre ensemble des savoir-faire qui s'enchaînent et qui arrivent en bout de course à quelque chose. Et donc, l'intérêt, sauf qu'effectivement, à l'époque, puisque le roi, il était le roi de tout, c'était un peu la première nationalisation des entreprises. Il était ce qu'on appelle un donneur d'ordre. D'ailleurs, vous savez, en fait, les grandes marques françaises aujourd'hui, d'ailleurs, ça s'appelle encore des donneurs d'ordre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font, et vous l'avez en Champagne, qui produisent du vin, et vous avez quelqu'un d'autre qui va commander ce jus et qui va commander des bouchons et qui va commander de la bouteille, etc. Et on met tout ça avec un nom de marque, sauf que le grand public connaît le nom de marque. Mais le grand public ne connaît pas tous les petits artisans, comme Aïssa l'expliquait, qui sont du jus jusqu'au bouchon. Et comme lui, il est l'organisateur, qu'on appelait donc donneur d'ordre, puisque c'était le roi, c'était lui qui s'accordait ce privilège-là. Et il se donnait accessoirement aussi le monopole. Il disait, il y a une seule entreprise qui a le droit de faire ça, le vin, une seule entreprise qui a le droit de faire ça. Donc, ça garantissait effectivement le développement de ces entreprises. Évidemment, aujourd'hui, on n'en est pas là, on n'a pas ce pouvoir-là. Et c'est pour ça que l'énergie que Aïssa et plus tard, probablement Lorraine, parce qu'il y a le financement, si vous me permettez de développer un tout petit peu, mais je ne veux pas monopoliser la parole. C'est-à-dire que quand le roi, par décret, décide que dans cette zone, vous serez le seul à produire du verre. Hein, la manufacture royale de Gobelin, il vous donne donc ce monopole. Ce qu'il fait aussi en même temps, son ministre des Finances, il lui dit, ben, puisque vous, petit artisan, vous n'avez pas les moyens de développer, etc., le ministre des Finances français vous prête aussi de l'argent. Donc, il y avait déjà des capitales, etc. à l'époque, mais tout ça, c'était l'État. Donc, l'État donnait un peu d'argent pour que vous puissiez commenter. L'État organisait en vous donnant le monopole. Et puis après, l'État fédérait exactement ce que Aïssa a dit. Sauf qu'à l'époque, l'État, c'est le roi, il a le droit de tout décider. Et l'État consommait. Et l'État consommait. Voilà. Et effectivement, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de magasin. Le grand magasin, c'est Versailles. Et comme on organise des fêtes, donc tout le monde arrive à Versailles. On voit comment le roi est habillé, ce qu'il boit. Et automatiquement, tous les nobles doivent se conformer à la mode qui est véhiculée par le roi. Et derrière cela, tu as toutes les cours européennes qui regardent la France avec les yeux qui brillent. Et c'est comme cela que tout le monde commande. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'ils ont effectivement organisé toute la chaîne de valeur, mais ce n'est pas eux qui fabriquent, mais ils les ont fédérés. Ça, c'est très, très important. Oui, alors vous avez parfaitement résumé. Est-ce que je peux m'exprimer juste une minute? C'est exactement ça le fond de ma pensée et c'est exactement ça que nos gouvernements devraient intégrer et surtout procéder à
à une fiscalisation et qui soit optimum et surtout entraîner tout le monde à consommer justement une fois que ces manufactures sont réalisées, que le gouvernement lui-même donne l'exemple et s'inspire et consomme ce qui va être produit par ces manufactures. Non, mais vous avez complètement raison. Avant que Lorraine nous rejoigne, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites. Alors, vous parlez de gouvernement et je pense que vous avez raison. Alors, il faut rappeler qu'à l'époque, la France est en guerre, donc les autres empires européens font blocus. Donc, ils ne peuvent même pas acheter des choses à l'étranger. Donc, les Français sont forcés de toute façon d'acheter français. Mais j'adore votre façon de le présenter et vous avez complètement raison. Et il y a aussi le côté, il faut les financer. Je pense que c'est là où Lorraine va nous aider. Et l'État avance de l'argent ils ont inventé les partenariats publics-privés. Donc, vous donnez 40%, l'État vous aide 60%. Et accessoirement, pour aller encore dans votre sens, ce que Louis XIV fait pendant les quelques années qui suivent le lancement, vous ne payez pas d'impôts. Donc, exactement. On dit, vous n'allez pas payer d'impôts le temps que la société se développe. Donc, il y a tout un environnement, effectivement, que l'on crée pour permettre d'avoir des champions. Et pas besoin d'ailleurs d'aller jusqu'à Louis XIV, si vous pensez à ce que nos amis chinois font aujourd'hui. Exactement. Quand vous avez des compagnies comme Google, machin, etc., les Google sont empêchés de rentrer en Chine et la Chine développe un champion national qui fait exactement Facebook, le Facebook chinois, le Google chinois, etc. Et donc, on vous assure que vous avez un marché de milliards de personnes. Et tout est mis en œuvre pour être développé. Donc, je vous suis à ça quand vous dites que, évidemment, les États doivent donner un coup de main. Mais il ne faut pas oublier que la Chine a les moyens que nos gouvernements n'ont pas aussi, parce que les gouvernements doivent avancer de l'argent et c'est peut-être là où Lorraine va nous aider, parce que nos gouvernements n'ont pas d'argent. On a besoin de financement. Il y a besoin de financement, effectivement, et je pense que c'était très réfléchi de votre part, Laurine Kwasi-Olson, en lançant cette société d'investissement. Vous aviez constaté le besoin de financement de tous ceux qui travaillent à la valorisation des savoir-faire. Déjà, quel est votre avis sur cette question du modèle à développer et quelles sont aussi vos attentes, parce que finalement, vous allez étudier des dossiers, j'imagine, d'entreprises, d'entrepreneurs, etc. Quelles sont vos attentes? À quoi vous vous attendez concrètement? Déjà, on ne peut pas avoir d'attente parce que c'est vrai que on est sur un univers qui est vaste. On est face à des marques qui sont jeunes, qui sont émergentes. Donc, on peut juste répondre à une demande en ayant des attentes raisonnables avec la caractéristique du marché. Peut-être pour revenir sur la question du financement, je pense que ce qu'on décrit là est la problématique de croissance et de développement des champions nationaux. Donc, c'est aussi bien dans le domaine de la créativité que dans tous les autres secteurs de l'économie que nous avons vus auparavant. Dans ma précédente vie, dans le private equity par exemple, que ce soit dans les secteurs financiers, dans le secteur des télécommunications, c'est toujours le secteur privé qui s'est positionné là où la commande publique faisait défaut. Et aujourd'hui, nos champions nationaux se sont tous développés à coup de financement du secteur privé par des acteurs qui étaient soit des fonds d'investissement, soit des institutions financières de développement. Donc malheureusement, dans les industries créatives aussi, je pense qu'il ne faut pas surestimer la capacité de la commande publique à répondre aux besoins auxquels fait face nos créateurs. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir entraîner l'intérêt de la commande publique et donc des gouvernements, il faut qu'il y ait une reconnaissance du rôle de la culture dans la croissance économique de nos pays. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, il y ait cette reconnaissance et cette volonté de porter. Alors, encore une fois, il ne faut pas faire de généralisation. Lorsqu'on regarde les pays d'Afrique anglophone, il y a quand même des dispositifs d'accompagnement et d'aide qui sont mis en place pour aider les marques africaines et les créateurs. Il y a des subventions, il y a des zones franches, beaucoup de choses sont faites. En Afrique francophone, malheureusement, c'est encore plus compliqué et je pense que le pas de temps n'est pas le même, et ce qui fait que là, il faut que le secteur privé, donc des sociétés d'investissement, se positionnent pour accompagner les besoins de financement à long terme.
il y a aussi quelque chose qui est quand même assez central, c'est que lorsqu'on regarde les marques émergentes, les créateurs à l'échelle internationale sur des segments ou sur des géographies telles que la France, par exemple, il y a tout un écosystème, donc des organismes d'accompagnement, d'aide, de financement, par exemple tels que le Défi, qui soutiennent la créativité. Il y a des systèmes d'accompagnement, d'amorçage. Et donc, pour reprendre les propos d'Aïssa, de Madame Dione, c'est exactement ce qu'il faut essayer de mettre en place. Fédérer en fait un écosystème autour de nos marques, autour des créateurs, pour en garantir le développement à long terme. Mais moi, j'insiste quand même sur une chose, c'est que si l'on parle d'exception, si l'on parle de luxe, il faut également reconnaître que les consommateurs africains, aujourd'hui, vont consommer plus de marques internationales, des marques de prestige, de luxe, plutôt que des marques africaines. C'est ça l'enjeu, c'est une réalité. Et qu'aujourd'hui, il y a une plus grande demande de ces produits de par une clientèle qui est internationale ou liée à la diaspora. Et donc l'enjeu est là, finalement, pour amener les pouvoirs publics et les gouvernements à faire quelque chose pour la créativité africaine. Il faut que cette créativité soit reconnue en dehors des frontières du continent. Et c'est vraiment notre postulat, c'est notre stratégie, faire en sorte que cette reconnaissance, cette désirabilité, la reconnaissance de cette exception se fasse à travers le continent, bien sûr, mais bien au-delà, afin que ce caractère urgent, donc cette nécessité urgente d'un accompagnement, soit enfin reconnu par tout le monde et véritablement par les pouvoirs publics. Donc, on note qu'il y a vraiment ce besoin de reconnaissance à l'international des savoir-faire africains. Je me tourne vers vous, professeur Niek. Vous travaillez notamment sur les savoir-faire d'excellence en Europe. Mais comment aujourd'hui, quelles sont les pistes? On a parlé de fédérer les savoir-faire, mais il faut dire que pour en arriver là, c'est tout un parcours. Il faut que les gouvernements prennent conscience du rôle de la culture, comme vous disiez tous tout à l'heure. Au stade où on en est, sur quoi peut-on s'appuyer pour véritablement propulser les savoir-faire africains? Écoutez, ça va prendre un peu de temps, pas de mon point de vue, mais de manière pour répondre à cette problématique qui est tout à fait géniale, mais qui est absolument logique. Ces dernières minutes, on a beaucoup discuté, vous avez remarqué, de savoir-faire. Et si vous me permettez ce petit jeu de mots facile, ce que Lorraine est surtout en train de signaler, c'est qu'il faut faire maintenant du faire savoir. En d'autres termes, comment faire en sorte que les beaux produits développés par Aïssa soient désirables, non seulement pour les Africains, mais de manière générale, alors que ce soit la diaspora, voire d'autres publics non africains, comment il faut les rendre désirables? Et ça, c'est la deuxième étape, effectivement, dans notre chaîne de valeur. C'est on a produit, maintenant il faut rendre désirable, il faut attirer le consommateur. Et jusqu'aujourd'hui, la seule manière, enfin, il y a quelques dimensions que l'on va utiliser pour le faire savoir. Typiquement, il faut rentrer dans notre héritage. Si vous me permettez, on va dire, il y a trois choses très simplement, sans faire court. C'est de dire que ce qui fait qu'on a envie de quelque chose, vous voyez les uns et les autres, parfois, sans que ça s'appelle d'ailleurs luxe. Vous voyez, vous avez votre t-shirt chez vous, parce que c'est écrit là, en haut, à gauche, New York, vous êtes fier de le porter. Vous voyez? Et c'est juste un t-shirt blanc. Mais ce que vous dites aux gens autour de vous qui vous regardent, c'est que je suis un peu américain. Et ce qui explique quelque part pourquoi McDonald's, par exemple, McDonald's, quand ils ont ouvert en Chine ou en Russie, et c'était que les gens chics qui y allaient. Donc, ce n'était pas pour manger un hamburger. C'était pour dire, je suis un peu aux États-Unis, mais à Moscou, mais à Beijing. Donc, ce que j'ai essayé de vous dire par ça, c'est ce qui va faire rêver les gens, ce qui va mettre de la désirabilité, c'est de dire aux gens, si vous achetez mon produit Aïssa, vous vivez là, à un endroit précis, où vous êtes cette personne-là. Évidemment, je vais le croiser, j'ai parlé d'espace, mais je vais parler aussi du temps.
Vous voyez, il y a quelques voitures et autres, pas que les voitures, dans la mode surtout. Vous voyez, quand on vous dit souvent, oh, lui, il est très 60s. Quand je dis 60s, je vois des petits sourires en coin, c'est comme la Joconde. Pourquoi ça vous fait sourire quand on dit les 60s? Parce que, vous voyez, on convoque tout de suite un certain nombre de choses du genre la liberté, etc., etc., tous les mouvements, le rock, etc., rock attitude. Et donc, vous allez avoir des marques. Vous pouvez penser à une marque comme la New Beetle, la Mini Cooper. Même si aujourd'hui j'ai 50 ans, j'ai ça. En fait, ce que je dis aux autres, c'est que je suis très 60s. Donc, vous avez des gens comme ça qui vivent dans des époques qui font désir. Même si on est en 2021, ce que vous dites aux gens autour de vous, c'est regardez comme je suis très 60s. Donc, sur cet exemple-là, il va donc falloir qu'en Afrique, on trouve ce genre de narratif qui va permettre de dire il y a telle époque de l'Afrique, il y a telle situation de l'Afrique qui était désirable. Et donc, que les gens se projettent un tout petit peu. Hein. Regardez la belle époque, le machin, enfin, vous regardez toutes les marques européennes de champagne et tout, toutes vont vous dire qu'elles ont travaillé avec Napoléon, avec la cour de Russie. Vous voyez, on repart à une époque qui voulait dire quelque chose. Et si vous me permettez de finir rapidement là-dessus, on a un deuxième exemple. Quelque chose qui fait désir, c'est ce qu'on appelle la figure, l'identification. Vous voyez, les uns et les autres, sans parler luxe, depuis la nuit des temps, on a toujours rêvé d'eux. Si je vous demande quelle est votre célébrité favorite qui représente pour vous la femme idéale, les uns et les autres, vous allez me donner un nom d'un acteur, d'une actrice connue. Et je vous pose la même question par rapport à qu'est-ce que l'homme idéal. Et donc, par rapport à ça, ce que les marques vont généralement faire, on va vous dire, ben, si vous achetez, on ne vous le dit pas de manière aussi littérale, mais c'est à peu près ça. Si vous achetez mon produit, regardez comme vous êtes une femme qui sait tenir son rôle. Vous êtes une femme forte, vous êtes une reine, vous êtes une princesse, vous êtes un homme viril. Regardez les pubs de Rolex. On va vous dire, vous êtes un winner. Vous voyez, ce qu'on vend, dans ce cas, c'est une figure aspirationnelle. Les gens rêvent d'être jeunes pour toujours comme Evian. Vous voyez, c'est vraiment important. Donc, il faudra, dans la culture africaine, qu'on aille chercher ce qu'on appelle donc des figures comme cela. Ça s'appelle la figure du père, de la mère, mais des figures qui font rêver les gens aujourd'hui. Et donc, en termes d'imaginaire, ce qu'on va mettre dans ces marques, c'est je viens de tel endroit, je vis à tel endroit. Alors, ça va être Gorée. Alors, il faut convoquer l'imaginaire, l'histoire qu'il y a eu à Gorée. Donc, les gens vont acheter votre produit en ayant quelque part en background tout ce qui s'est passé à Gorée. Alors, vous repartez dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu des empereurs, des rois et des trucs positifs. Pas forcément que d'ailleurs des choses de la royauté. On peut trouver beaucoup d'autres choses. Et puis, des figures. C'est vraiment important. En gros, moi, ce que je retiens un peu de notre discussion, c'est qu'il faut absolument que l'on retrouve dans notre imaginaire, dans nos mythes et dans toute société, il y a des mythes fondateurs. Qu'on retrouve dans nos mythes des choses qui ont fait désir à un moment donné. Et on va les reprendre, ces mythes, mais il faut les moderniser. Alors, je reviens avec Aïssa, qui parlait de créativité. Je trouve ça très intéressant. Je pense que j'avais lu des choses, ce que les clients aujourd'hui, européens ou africains, ils ne veulent pas forcément un pagne qui fait uniquement africain, copier-coller. Par contre, je pense que c'est vous qui l'avez fait ce petit paragraphe, Christelle. C'est les gens veulent un design, un tissu qui va peut-être rappeler un tout petit peu l'Afrique, mais pas un pagne qui ne soit que copier-coller de l'Afrique. Donc, ça veut donc dire qu'il faut que dans le design, il faut qu'on ait des créas qui soient dans la modernité et qu'ils ne reprennent pas l'histoire de l'Afrique millénaire et tout en la recopiant telle qu'elle. Mais le design, c'est des rappels, c'est de l'interprétation. Vous voyez, c'est vraiment important de réinterpréter au goût du jour un certain nombre de nos mythes. Et je pense qu'il est là le point essentiel pour avoir un storytelling qui parle aux élites africaines, mais qui parle aussi aux clients européens qui pourraient donc acheter effectivement les savoir-faire africains. Pourquoi voudriez-vous qu'ils achètent des savoir-faire africains si il n'y a pas un supplément d'âme?
Très bien. Alors, Aïssa Dione, vous êtes en plein dans ce domaine. Vous, c'est pas un mythe pour vous. Vous vendez vraiment à l'international. Alors, est-ce que cette mixité de Afrique et culture internationale font vraiment votre affaire? Est-ce que c'est vraiment ça, la philosophie qui accompagne votre entreprise? Pour aboutir à une efficacité, à un résultat, je pense que c'est un mix de beaucoup de choses. C'est pas seulement des notions de culture, c'est pas seulement des notions de créativité. Au fil du temps, ce qui est peut-être le plus important et pour lequel nos gouvernements devraient se poser des questions, c'est le renforcement de nos capacités, les formations techniques. Parce que si nous n'avons pas d'école de formation, nous n'allons pas avancer dans nos objectifs. C'est ce que j'ai constaté après des années d'expérimentation. En fait, la raison de notre succès, c'est qu'à chaque étape, nous avons fait des bonnes techniques, on a fait des recherches, on s'est relié avec des ingénieurs pour développer les métiers à tisser, pour améliorer les process. Et bizarrement, en fait, on se dit nos gouvernements vont pas, la commande publique ne va pas s'intéresser à la fabrication nationale, alors que justement, il pourrait très bien y avoir tout un développement d'emplois énorme pour satisfaire cette commande publique, dans la mesure où il y a une formation qui existe pour fabriquer du bureau, fabriquer la chaise, fabriquer du tissu. On enseigne beaucoup de choses, sauf l'enseignement technique pratique. Et vous touchez là un point important aussi de notre débat qui s'avance de plus en plus vers la fin, mais nous allons nous arrêter un instant sur cette question de la formation. Même quand on parle de l'industrie du luxe à l'international, la question de la formation a toujours été centrale. Il y a par exemple en Asie où plusieurs marques ont rapporté par le passé que lorsqu'elles faisaient leur premier pas sur ces marchés-là, elles ont été confrontées à ce déficit de formation dans leur développement. Alors vous, Aïssa Dione, vous portez un projet dans ce sens. Pour vous, comment, déjà quel rôle jouerait cette formation et comment instaurer une formation efficace pour mieux valoriser les savoir-faire et permettre aux sociétés d'investissement comme celle de Laurine Kwasi-Olson de trouver des entrepreneurs aguerris, qualifiés, etc. Et alors justement, nous avons tout ce qu'il faut pour développer à l'international puisque nous avons de très belles ressources naturelles. Et c'est pour ça qu'on nous envie à cause de nos ressources naturelles. Nous avons des savoir-faire, mais pour les confronter au marché international, vous parlez de créativité, mais même la créativité, elle n'est pas innée forcément de la culture. Il y a un problème de formation même pour être créatif. Pour être designer, il faut être formé, il faut apprendre l'ergonomie du siège, les fabrications, les techniques, ou tout du moins, si on maîtrise déjà des techniques intéressantes, on ne peut que les améliorer pour répondre aux besoins du marché. Alors moi, c'est vrai que je porte un projet de créer un institut des métiers d'art et de design au Sénégal, mais ce n'est qu'un exemple. On en a besoin absolument dans toute l'Afrique. Bon, je m'intéresse beaucoup plus à l'Afrique de l'Ouest parce que j'y séjourne souvent, mais j'ai constaté que, par exemple, il n'y a aucun atelier de formation en tapisserie de meubles, pratiquement rien en ébénisterie, pratiquement rien en beaucoup de matières techniques. C'est un problème général. Et qu'on soit styliste, décorateur, designer, on ne peut pas se former en adhérant juste à une école de management. Il y a énormément d'écoles de management, mais aucune école dans nos domaines qui nous permettent de développer un nouveau type d'industrie, je dirais, je l'appelle soft industrie, qui unit la créativité et l'industrie. On ne cherche pas à occuper des marchés immenses, à concurrencer l'Asie. En termes de quantité, ce qu'il faut, c'est retourner nos esprits et essayer d'occuper des marchés de qualité et d'exception, ce dont on parle justement lors de cette conversation. Et pour ça, on a besoin de formation. C'est indispensable.
indispensable. Peut-être un mot là-dessus, professeur Miek, puisque vous êtes carrément dans la formation. Quel est votre regard sur cette question de la formation? Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, je crois que Aïssa, elle a rencontré Colbert, hein, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un artisan, c'est bien, mais après, il faut des ingénieurs. Juste pour info, c'est pour ça que je vous écoutais, hein, je faisais le parallèle en vous écoutant. Ce que le Premier ministre de Louis XIV a fait, en fait, pour créer il a mis ensemble les techniciens, les artisans qui savaient faire. Après, il les a mélangés avec des architectes, donc le design déjà à l'époque. Et enfin, il a mis un troisième élément en fait, il a mis des scientifiques, donc des ingénieurs, pour être capable d'être efficace et faire ce qu'on appelle donc la manufacture, donc passer à des process un peu sérieux. Et donc, je vous écoute, mais vous avez complètement raison. Et derrière, il faut donc de la formation, évidemment, des écoles de design, ça c'est très clair, l'Institut des métiers. Alors là, vous remettez le doigt sur quelque chose, la culture, notre culture en Afrique, et pas que d'ailleurs, hein, on a aussi des liens avec la culture française. Quand on a un gamin qui n'est pas bon en maths et en philosophie, etc., on lui dit, toi, tu n'es pas bon, tu vas faire un CAP ou un bac technique. Donc, malheureusement, dans les représentations culturelles que l'on a, on commence à dévaloriser très tôt aux yeux des enfants ces métiers techniques parce qu'on leur dit, tu n'as pas pu faire général, donc tu es mauvais. En fait, il y a un travail qu'il faut faire à ce niveau déjà, donc puisqu'on parle de formation, et valoriser déjà ces filières et ne pas dire c'est des filières pour ceux qui ont loupé, etc., le bac scientifique. Ça, c'est une première chose. Et je souscris complètement au fait qu'il faut des écoles techniques, des écoles d'art et des écoles de management, comme elle a dit à ça, parce que après, une fois qu'on sait faire, il faut vendre, hein, il faut connaître des nouveaux marchés, il faut développer les marchés. Donc, on a besoin de ces trois types d'écoles et c'est ce que nous, on a commencé à faire à l'ESSEC. On a un partenariat, alors nous, on est effectivement une école de commerce, on a des partenariats avec l'école centrale, donc on a des ingénieurs qu'on va mettre ensemble avec des étudiants Subdeco et un troisième partenariat avec l'école du Louvre. Donc, vous retrouvez dans la même classe, sur les mêmes projets, des gens plus créa, vous allez avoir des ingénieurs et vous allez avoir des Subdeco. Et dans le centre de luxe, c'est ce qu'on fait et on travaille avec donc les métiers d'art, les artisans, mais pour commencer déjà à faire cette fusion qu'on va retrouver très tard. C'est clairement la piste d'avenir, d'avoir ces gens-là qui travaillent ensemble. Et pour cela, il faut quand même un peu comprendre ce que le client veut aussi. Donc, bien écouter les consommateurs potentiels. Laurine Poissy-Hawson, vous allez financer les entrepreneurs, mais j'imagine aussi que cette question de la formation vous tient à cœur, puisque vous avez beaucoup insisté tout à l'heure sur la production d'excellence, de qualité, etc. Et c'est la formation qui nous donne les qualifications nécessaires avant l'expérience. Voilà, un mot peut-être sur ce sujet-là et peut-être Dirimian Venture va peut-être financer des écoles de design. Alors, vous ne pourriez pas si bien dire, non, c'est tout à fait central. Nous allons financer des programmes d'accélération et donc nous allons en lancer un dans pas très longtemps avec notre partenaire stratégique qui est l'Institut français de la mode. Nous sommes convaincus en fait que la formation et le renforcement des capacités est au cœur de la croissance pérenne des marques. Donc, nous allons effectivement mettre en place des programmes dédiés à l'accélération de ces marques afin qu'elles puissent bénéficier de compléments à notre financement. Parce que là, encore une fois, le financement ne peut pas tout faire. Quand il s'agit de construire une collection, quand il s'agit de sourcer en fait ses matières premières, quand il s'agit de structurer ses activités pour les institutionnaliser, le designer peut parfois se retrouver seul face à lui-même. Et donc, du coup, c'est vraiment mettre en place ce dispositif qui lui permet de se transformer en entrepreneur créatif afin de l'accompagner. Et on touche à plusieurs secteurs, parce qu'effectivement, le talent, la créativité, il est inné, mais il y a une dose d'acquis aussi. C'est-à-dire qu'on peut améliorer le processus créatif, on peut le nourrir, mais pour autant, devenir un entrepreneur, ça s'apprend.
Voilà, donc moi par exemple, je rêverais d'être créatrice, je ne peux pas. En revanche, investir, c'est quelque chose que je sais faire. Et donc c'était vraiment d'accompagner le créateur dans ce chemin-là afin qu'il ait un florilège parfait et complet d'outils qui lui permettent d'être à la mesure de son potentiel. Donc oui, effectivement, la formation est au cœur. Nous lançons notre premier programme d'accélération dans quelques semaines, dédié aux marques émergentes africaines. Et l'objectif, c'est que chaque année, nous ayons des programmes de formation sponsorisés et financés pour aider la création et la jeune garde créative africaine. Alors, nous arrivons quasiment au terme du temps qui nous est imparti, mais je veux entendre chacun de vous sur un peu les autres catalyseurs pour la construction d'un secteur du luxe africain. Nous avons parlé de formation, de stratégie, même nationale, en partant un peu de l'exemple français. Nous avons parlé de la nécessité de multiplier les synergies, de fédérer les savoir-faire, etc. Professeur Simoniec, en quelques mots rapidement, quelles seraient les caractéristiques, pour que cela soit clair dans l'esprit de tous ceux qui nous regardent et qui ne sont peut-être pas désabusés, quelles seraient selon vous les caractéristiques d'un luxe africain? Oula, c'est la question. Alors, un luxe africain, en fait, c'est un luxe qui, à mon avis, va promouvoir surtout la culture africaine. Pour le dire, si vous me demandez d'être très, très court. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de luxe, et c'est ça qu'il faut savoir, hein, le luxe a toujours existé depuis la nuit des temps, bien avant que les marques de luxe que l'on connaît aujourd'hui, Hermès, Vuitton, Chanel, Dior, avant que ces marques existent, la notion de luxe existait. C'est-à-dire que si j'avais la plume de l'aigle dans mes cheveux et j'étais le seul à l'avoir, ce que je disais aux autres, c'est « Regardez, j'ai la plume que personne n'a ou j'ai la dent de lion ». Donc, en fait, le luxe n'est pas lié à un objet, c'est vraiment important et de comprendre ça. Le luxe, c'est culturel et il peut se manifester à travers différentes choses pour dire aux autres je suis différent et supérieur à vous. Et ça peut être n'importe quoi. Donc, concrètement, puisque le luxe est donc culture, pour répondre à votre question, le luxe africain, c'est un luxe donc qui met en avant l'héritage africain. C'est ça qui fait le luxe africain. Qui ferait très bien, merci. Nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup à vous, chers panélistes, de vous avoir accepté notre invitation.